Toi le verre de Bacoule, accroché au bon coulier en fleurs. Tu n'as pas la même boule que les verres de cocotier. Aujourd'hui est une journée spéciale. C'est le jour où je change de monde. La formulation est un peu grandiloquente, mais c'est vraiment ça. Car aujourd'hui, je passe de la côte Est à la côte Ouest, et vous allez m'accompagner. Je suis actuellement à Yengen, et je me dirige vers Wegwa, le début de cette fameuse côte Ouest. Mais pour ça, il me faut d'abord passer par le fameux bac de l'Awayem. Un bateau à fond plat, grinçant et pétaradant, qui fait la navette entre les deux rives de la rivière Wayem, où il n'y a pas de pont. La traversée prend un peu de temps, et je crois que c'est l'occasion pour moi que je me confie un peu plus. Ces paysages, ces histoires que je vous ai montrées dans ce court voyage sont les raisons qui me donnent envie aujourd'hui de continuer à vivre loin de là où je viens, Paris. Mais initialement, ce qui m'a poussé à partir est tout autre. Enfant maigrichon, faisant 3 ans de moins que mon âge, passionné d'histoire et de géopolitique, j'ai toujours senti un genre de décalage. J'ai passé une enfance sans histoire, mais où j'avais l'impression d'être transparent, sans intérêt. Vivre à l'étranger était un échappatoire, une nouvelle scène, où je pouvais repartir de zéro. D'un coup, j'ai eu des histoires à raconter, des paysages peu connus à décrire, des conflits à expliquer. Mais au fur et à mesure, ma motivation a évolué. Vivre dans ces pays différents, me confronter à l'histoire, aux passions humaines, à des cultures étrangères, a fini par provoquer une sorte d'addiction que je n'arrive plus à contrôler. Dès que j'ai le sentiment d'avoir exploré un endroit, je n'arrive pas à m'empêcher de repartir. Je passe de pays en pays en abandonnant à chaque fois tout derrière moi, copines, amis, emploi, appart. Je ne sais pas vraiment pourquoi je continue de faire ça. Certains moments sont certes grisants, mais le plus souvent on se retrouve seul et perdu. Et très honnêtement, je me demande de plus en plus où je vais. Je suis sorti de ma divagation par le grincement du bac qui accoste et reprends ma route pour mon dernier stop sur la côte Est, l'église de Balade. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Ce qu'il y a devant moi, c'est la première église du territoire, fondée en 1843, 10 ans avant la prise de possession par les Français. C'est l'occasion pour moi de parler du rôle de l'église en Calédonie. Comme dans beaucoup de territoires colonisés, l'église a vraiment eu deux visages. Le premier, c'est que l'évangélisation a incontestablement préparé l'arrivée des puissances coloniales, grâce aux connaissances acquises, aux négociations, à la diffusion des langues et des cultures européennes. L'Église a d'abord été un outil de domination. Mais il faut aussi reconnaître son autre rôle. Au fur et à mesure des décennies, les prêtres vivant avec les Kanaks ont fini par développer une vraie empathie, un respect qu'aucun autre colon n'avait. Touchés par leur sort, ils ont pendant longtemps été leurs seuls défenseurs contre l'administration coloniale et ont été les seuls à aider matériellement les Kanaks. Par exemple, les écoles religieuses ont été les seules à accueillir les petits-enfants Kanaks dans les années 1940-1950, alors que les écoles publiques leur étaient interdites. Les premiers Kanaks diplômés sont sortis de leur rang, et tous les leaders politiques des années 1980 y ont fait leurs études supérieures. Mais à cause de ces liens initiaux entre évangélisation et colonisation, certains Kanaks restent hostiles au clergé catholique. Et plusieurs dégradations ou destructions d'églises ont été constatées lors des derniers événements, et ici à Balade, l'hôtel a été incendié. Il est maintenant temps pour moi de dire adieu à la côte Est et de passer le col d'Amos qui, à son sommet, révèle les paysages plus arides de la côte Ouest. En Calédonie, quand on change de côte, tout change. Le climat, la végétation, mais aussi la population. Et l'apparition de drapeaux français révèle mieux que les statistiques que nous arrivons dans la communauté caldoche. Ceux qu'on appelle les caldoches sont les descendants des colons blancs qui se sont installés en Calédonie. Certains ont des familles présentes depuis plus de 150 ans, d'autres ont une moins grande ancienneté, mais ils ont tous pour point commun d'être nés ici, contrairement aux métropolitains. Ils sont environ 30 000, soit la moitié des blancs présents en Calédonie. Très présents dans les campagnes de la côte ouest, il faut néanmoins éviter les clichés car un bon nombre sont aussi urbains et vivent à Nouméa. Politiquement, ils sont de farouches loyalistes et souhaitent rester français. Quand j'arrive à Wegwa, je rencontre Ricky, un ancien gendarme hyper sympa, qui a parcouru la Calédonie en long et en large, et qui a des dizaines d'anecdotes incroyables. On part avec notre mission, puis on avait un chef, c'était un mobile, un gendarme mobile. Et là, on part devant, donc moi je marche devant. Donc là, on fait demi-tour, et on arrive à un endroit, et là, le gendarme mobile n'est pas d'accord avec moi. Il fait, non, Ricky, on est arrivé par là tout à l'heure. J'ai dit, non, c'est pas possible, le sentier, il est là, on est arrivé par là. Et là, il commençait un peu à faire péter ses galons, en fait, tu vois. Et puis,
J'ai dit, bah écoute, puis là, moi j'en avais plein le cul, quoi, j'en avais marre. J'ai dit, écoute, tu veux aller par là? Vas-y. Vous les gars, si vous voulez suivre, vous le suivez. Moi je m'en fous, moi je sais où je vais. Et moi je pars. Et là, bah, tout le monde me suit, lui aussi, ouais, machin, tu vas voir, machin, de toute façon, je fais un compte rendu. Et puis à l'aller, on était passé sur un sentier, on est passé sur un nid de guêpe. Le troisième, il s'est fait piquer, donc il est parti au galop, enfin voilà. Et là, on arrive à cet endroit, je savais qu'il y avait un nid de guêpe. Du coup, je me démerde pour que lui, il soit en troisième. Alors là, j'ai fait mon vache, là. Oh, il est passé à côté de nous. Oh, c'était jouissif. J'ai dit, alors, tu te rappelles des guêpes de tout à l'heure? C'est les mêmes. Le lendemain, il me fait visiter une ancienne mine désaffectée et en profite pour me raconter l'histoire de sa famille et de son ancêtre Bagnard. Martin André Baptiste, il a été retrouvé inconscient à côté de 3 gendarmes morts. Mais ce qui lui a sauvé la vie, parce qu'à l'époque c'était la guillotine, ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'en fait dans son mission, il disait qu'il était là pour... Il était en train de défendre les gendarmes. Tu vois, et lui, on l'avait assommé, puis on l'avait laissé pour mort. Du coup, dans le doute, à l'époque, il fallait remplir les colonies, les bagnes, tout ça. Hop, tira au bagne. C'est comme ça qu'il est arrivé à Nouméa. Donc ça, c'était ton arrière-grand-père? C'était mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Et après, il a été envoyé ici sur Ouégois. Elle a fermé quand, cette mine? 1902. Ok, donc elle est restée ouverte une trentaine d'années? C'est ça. C'est les mines d'époque, hein. C'était pelle, pioche, brouette, hein. C'était pas des grosses mines. Alors il y a peut-être des hirondelles. Tu cherches pas à les éviter, c'est okay. Eux qui t'évitent. Si tu cherches à les éviter, t'as vite fait te cogner la tête. Mais non, mais elles n'ont pas été chargées. Elles n'ont pas traîné. Donc voilà, petite galerie. Là, ça descendait là. Baisser. Oh, gaffe, regarde ici là. Gaffe à la tête. C'est un grand reportage risqué là. Oh, voilà. Attention, allez, ça va? Regarde. Regarde les couleurs là. Tu peux t'approcher là où tu veux. Ah, là où c'est vachement vert, vachement bleu. Là, tu as du quartz dedans. Aussi. Ouais. Tout le plafond est bleu. Et ça descend. Ah, c'est incroyable que la poutre de soutènement elle soit encore là quoi. J'en ai une. Et ils étaient combien à travailler dans cette mine? Là, ils étaient à peu près entre 100 et 150. Ouais. Et puis ils faisaient bosser les bagnards qui sont arrivés après. Et toi, ton grand-père, il a bossé ici ou il faisait autre chose? Ici, là, d'abord il était à Nouméa. Après il est venu ici. Pas mon grand-père, mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Les Caldoches sont politiquement loyalistes et l'indépendance les inquiète. En conséquence, ils se mobilisent souvent pour s'opposer aux indépendantistes de manière parfois musclée, voire armée. Avec les dernières émeutes, ils ont constitué des groupes armés de surveillance dans un face-à-face tendu avec les militants indépendantistes, et Ricky m'en parle alors que nous visitons l'ancien fort militaire de Ouégois. Et donc le fort militaire a été fait à l'époque parce qu'il commençait à avoir des transactions financières, il y avait l'or d'un côté, le cuivre après, donc du coup il y avait un commerce en bas, il y avait une gendarmerie, donc du coup ils avaient mis des militaires plus ou moins pour réguler un peu tout ça, pas réguler mais surveiller, tu vois. Ok. Mais du coup c'est fou qu'avant c'était le fort militaire et ça reste une position défensive en cas de tension quoi, vous venez là parce que voilà, on en a vu sur les axes, c'est pour ça. Et là vous étiez combien ici Là ils étaient, donc il y avait plusieurs groupes, c'était des factions de 2 heures, il y avait 2 équipes de 4, donc ils étaient 8 sur chaque faction. Il y en avait 8 là, il y en avait 4 sur la crête de côté, après à la sortie du village il y en avait 8 aussi. Le plus dur c'était de calmer nos gars à nous, je te jure, t'as des mecs ici là, mais c'est des chiens enragés quoi, ils veulent tuer du Kanak pour tuer du Kanak quoi. C'est fou ça, mais pour calmer ces gens-là, t'as des mecs, ils sont complètement cinglés. Oh, les mecs, ils voulaient monter des expéditions, ils voulaient faire des opérations commando pour tuer du Kanak, mais c'est fou. Là. On leur a expliqué, mais j'ai dit, mais les gars, vous imaginez même pas quoi. J'ai dit, maintenant, on a les portables. Maintenant, ça sort sur les réseaux sociaux internationalement, mais on devient des criminels, tu vois. Puis bon, on va pas tuer des gens comme ça parce que... je sais pas, eux aussi ils ont le droit de faire valoir leurs idées, leurs revendications et tout ça. Bon après ce qui s'est passé sur Nouméa c'est pas acceptable hein.
Mais bloquer une route, voilà, faire des actes comme ça. Il peut y avoir une étincelle, quoi, un jour. Oui, voilà, c'est ça qu'on avait peur. Et après, une fois que ça a commencé, quoi, c'est parti, quoi. Là, une fois que le train est lancé, pour l'arrêter, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Pour mon père, le drapeau Kanaki, là, oh là là, tu ne peux pas lui en parler. Ah ouais, lui, il a connu les événements. C'est un drapeau de guerre. Alors que le drapeau, il est pas moche. Il y a quand même des belles couleurs, les couleurs primaires, et puis il y a un totem. Il n'y a pas de marque d'agressivité sur ce drapeau, tu vois. C'est l'histoire qui fait que cette génération n'acceptait pas ce drapeau. Tu vois, pour moi, c'était à nous, notre génération, nos enfants, de faire passer la pilule. Et là, avec les événements, c'est mort. C'est mort. Pour ma génération à moi, c'est impossible. Je refuse pas ce drapeau, mais pour le faire accepter à mes parents ou à la famille ou aux autres de Wigwam, c'est mort. Là, les relations, ça, c'est pas comme avant. Les gens ils disent, tu vois, les Kanaks, t'as certains Kanaks, c'est pas tous les Kanaks qui ont adhéré au mouvement. Hein. Maintenant, ils savent plus s'ils doivent nous dire bonjour ou pas. Et nous, on sait pas si on doit leur dire bonjour ou pas. Comme vous pouvez le voir, la Calédonie est parfois à un doigt d'un dérapage qui pourrait vraiment tout détruire, et les derniers événements ont laissé des marques profondes. Je reprends ma route et descends la côte ouest, où se succèdent les paysages de western. Bon, alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis paumé en pleine pampa à Vaud, et que je peux vous dire que sur cette route, il n'y a strictement aucune voiture qui ne passe jamais. Donc là, je suis un peu en galère, parce que je suis planté là depuis un bon moment, perdu dans les grandes parcelles de bovins, et c'est un peu la galère. Bon, j'espère qu'après ce virage, la civilisation en veut. Ah putain. Putain, c'est qu'une ligne droite là qui fait 2 km. Putain, ça fait des heures que je marche. Ah, la galère, putain, mais y a personne. Bon, là j'arrive à un autre virage. J'espère que je vais commencer à en voir le bout. Alors. Oh putain, oh, tu te fous de ma gueule là. Putain, mais ça fait encore 3 km ça. Oh, j'en peux plus de la Calédonie. Putain, pourquoi je suis pas allé sur une micro-ville là? J'aurais fait le tour en 10 minutes. Je serais boire une pina colada. Putain. Bon, je vous rassure, j'ai survécu. Et je suis même arrivé chez Glenn, un autre caldoche qui fait du maraîchage sur quelques hectares arides assez difficiles à cultiver. C'est des caféiers, ça c'est un bois noir, c'est le bois noir d'Haïti qu'on appelle. Les cafés, ils ont besoin d'ombre un peu. Voilà, mi-ombre, mi-soleil. Voilà le roi. Le bourbon pointu, c'est celui-là. On est dans plein d'autres là-bas, des grands. Là. Donc, tout ça, c'est du bourbon pointu. Tous ceux qui sont sous cette forme-là, là, comme ça, Okay. c'est tout fût là. Ceux-là, ça c'est du bourbon pointu. Ça vient de la région là, ouais. Ok. Mais là, celui-là, c'est du café qu'on a trié. Ça sent bon, hein. Ça, en fait, ouais. Et voilà le. Voilà le café. Moulu. Fin du processus. On dit, bien, quand on trouve quelqu'un, que ce soit un Kanak ou un Javanais ou un Indonésien, quand on le trouve, eh ben, on dit, hey, viens boire café. Ça, c'est vrai. C'est devenu plutôt un lien d'amitié maintenant. Avant, c'était des conflits. Mais... Donc, avant, le café divisait, et maintenant, ça rassemble. Voilà. Et là, à la fin, je mets café et amitié se cultive. C'est quoi un peu les difficultés de votre boulot avec les différentes cultures que vous faites Ben là, l'heure d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est intempéries, enfin la sécheresse et tout ça, donc il faut trouver des solutions pour essayer de travailler sans trop utiliser d'eau. Donc moi je travaille beaucoup dans le bio, donc
ça reste aussi un problème parce que c'est pour trouver les semences bio. Ici, on a encore quelques soucis d'approvisionnement en graines. Donc, voilà, ça fait partie des difficultés qu'on a. Donc. Et là récemment c'était difficile d'écouler les produits avec les blocages, etc. Oui, bah, ça a été difficile depuis le mois de mai pour transporter les denrées sur le sud. Mais bon, après, il y a eu des pertes, c'est sûr. Il y a des producteurs qui ont perdu des gros champs, hein, des grosses parcelles. Mais là maintenant, ben, ce qu'on fait, on fait des quantités qu'on sait qu'on va vendre dans le mois ou dans la semaine. On évite de faire des grosses parcelles qui vont nous rester sur les bras. Vous êtes optimiste ou pessimiste ou Ben moi je reste optimiste hein, parce que ben, de toute façon il va falloir que ça redémarre et puis il n'y en a pas d'autre solution de toute façon que de vivre ensemble. Et puis d'abord de l'autre, on a beau taper des pattes, mais on ne pourra pas faire autrement que de trouver un consensus. Hein. C'est clair, il va falloir qu'il y ait des concessions qui soient faites de l'un bord et de l'autre, hein, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. vous, c'est quoi qui vous inquiéterait s'il y avait l'indépendance? Ben, faut trouver comment faire tourner le pays, quoi. C'est vraiment économiquement, quoi. Alors d'aujourd'hui, on n'a pas les gens compétents pour gérer le pays. Alors aujourd'hui, c'est pas viable. On pourrait l'imaginer, mais il faut bien la réfléchir et puis il faut se préparer, quoi. Non, la Broisse Nord, elle est pratiquement gérée, elle est gérée par les indépendantistes. Et quand on voit de tout ce qui a été mis en place depuis le début des provincialisations, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Il y a une porcherie, il y a Brebillé, ils ont repris tous les hôtels, les grands hôtels. Mais tout ça, ça a périclité, quoi. KNS, ils ont, malheureux de le dire, mais ils se sont fait berner, quoi. Ils n'ont pas la compétence pour discuter avec des gros industriels extérieurs. Ce que souligne Glenn sur la partie économie et gestion est un argument avancé par beaucoup, et ses craintes me semblent compréhensibles. La province Nord ou celle des îles sont régulièrement épinglées pour des problèmes de gestion. Par exemple, les remboursements médicaux gérés par les provinces indépendantistes sont très souvent payés avec des mois de retard. Beaucoup de grands projets publics ou privés tombent aussi en décrépitude. Et récemment, l'emblématique usine de nickel du Nord, créée après les accords de Matignon, a fait faillite, et la responsabilité en incombe en partie aux décideurs indépendantistes. Alors que nous terminons l'interview, le fils de Glenn revient de la chasse avec des amis. J'ai alors l'occasion d'assister à une authentique scène de brousse qui donne à voir un autre visage de la Calédonie, loin des schémas simplistes parfois dressés. Je suis témoin de cette mixité permanente de la côte ouest, où Blancs et Kanaks savent aussi se côtoyer sans problème la plupart du temps. Tout n'est pas que tension en Calédonie, et il faut s'en souvenir. Et du coup, vous avez déjà enlevé toute la bidoche là? Ouais. Vous l'avez laissé sur place ou? Oui, ça reste dans les forêts. Ok. C'est moins rapporté quand tu as pris tout ça dedans. Il a fait un petit régime accéléré, quoi. Viens chez moi.